Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous allons parler des théorèmes de Fermat et de Wilson. On va voir plusieurs démonstrations du petit théorème de Fermat. Pas question de voir évidemment le grand théorème de Fermat. Donc le petit théorème de Fermat qui dit que dans certaines conditions, A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. En fait, il faut que P soit un nombre premier. Et il faut que A soit premier avec P, c'est-à-dire que P ne divise pas A. Bon, mais avant de démontrer ça, on va démontrer que si P est premier et que A est un antirelatif quelconque, alors A puissance P est congru à A modulo P. Donc démonstration, on montre d'abord que P divise K parmi P pour tout K compris strictement entre 0 et P. En effet, K parmi P, ça désigne le nombre de parties de K éléments dans un ensemble à P éléments, donc c'est un entier naturel, et on sait que K parmi P est égal à factoriel P sur factoriel K factoriel P moins K, ce qui implique que factoriel P est égal à factoriel K factoriel P moins K et multiplié par K parmi P, ce que je vais appeler N. Alors, dans factoriel P c'est 1 fois 2 jusqu'à P, donc P divise factoriel P, donc P divise N. Alors, quand K est entre 0 et P, on remarque que P moins K est lui aussi strictement entre 0 et P. Alors, P qui est premier va être premier avec ce produit-là. Pourquoi? Parce que P est premier avec 1, P est premier avec 2, P est premier avec 3 et jusqu'à K, P est en fait premier avec tous les entiers qui sont strictement entre 0 et P. Donc il va être premier avec le produit. Et là on a la même chose avec factoriel P moins K. P qui est premier avec chacun des facteurs parce que tous ces facteurs-là sont entre 0 et P. Donc P est premier avec ça, donc aussi avec le produit. Donc je sais que P divise ce produit, mais que P est premier avec ça. Donc P divise K parmi P. Et la première partie de la propriété est démontrée. Maintenant, il faut démontrer que A puissance P est congru à A modulo P. Alors d'abord pour tout entier naturel petit a. C'est vrai pour 0, 0 puissance P est égal à 0 congru à 0 modulo P. C'est vrai pour A égale 1 puissance P est égal à 1 congru à 1 modulo P. Donc maintenant, on va supposer que P de A est vrai, et comme on l'a démontré pour 0 et 1, on peut supposer A supérieur ou égal à 1. A plus 1 à la puissance P, j'applique la formule du binôme de Newton, et j'obtiens ça. Et dans ces termes-là, pour K variant entre 1 et P moins 1, j'ai P qui divise le K parmi P. Donc je vais avoir un K parmi P qui est congru à 0 modulo P multiplié par A puissance K. De toute façon, 0 fois A puissance K, ça fera quelque chose qui est congru à 0 modulo P. Donc il va rester que le terme en K égale 0, c'est-à-dire A puissance 0, et le terme en K égale P, c'est-à-dire A puissance P. Donc finalement, A plus 1 à la puissance P va être congru à 1 plus celui-là. Mais celui-là, d'après l'hypothèse de récurrence, il est congru à A modulo P. Donc A plus 1 puissance P va être congru à A plus 1 modulo P. Et donc la propriété est vraie à l'ordre A plus 1. Et donc elle est vraie, par le théorème de récurrence, pour tout entier naturel petit a. Maintenant, qu'arrive-t-il si A est négatif? Alors on va prendre A positif et s'intéresser à moins 1 puissance P. Donc si P est un nombre premier différent de 2, ben, il est impair. Et comme il est impair, eh bien moins A à la puissance P, ça va faire moins 1 puissance P à puissance P. Et moins 1 puissance P, surtout, ça fait moins 1. Donc j'obtiens moins A puissance P. Et donc, comme A puissance P est congru à A modulo P, ça va être congru à moins A modulo P. Donc, j'ai moins A puissance P qui est congru à moins A puissance P. Bon. Et si P est égal à 2, 2 est premier, moins 1 au carré, ça fait A au carré, qui est congru à A modulo D. Modulo 2, parce que P ici vaut 2.
Mais A est congru à moins A modulo 2, parce que quand je fais passer le moins A de l'autre côté, ça fait 2A qui est un multiple de 2. D'accord? Donc moins A au carré est congru aussi à moins A modulo 2. Ce qui veut dire que moins A à la puissance P est congru à moins A modulo P, quel que soit A positif. Et ça veut dire, puisque j'ai ça, et que j'avais démontré aussi ça pour tout A positif, ben ça veut dire que A puissance P est congru à A modulo P, quel que soit A appartenant à Z. Et donc, la propriété est démontrée. Alors avec cette propriété, maintenant, je peux démontrer le petit théorème de Fermat, mais attention, si P est premier, ok, P est premier, mais là, A ne peut pas être quelconque. Il faut en fait que A soit premier avec P. Alors, d'être premier avec P, ça veut dire que, en fait, P ne doit pas diviser A. Donc, dans ce cas, A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Démonstration, on sait que A puissance P est congru à A modulo P. Je fais passer A de l'autre côté, je factorise A. Ça fait A facteur de A puissance P moins 1 qui est congru à 0 modulo P. Donc P divise A facteur de A puissance P moins 1, mais P est premier avec A, donc P divise A puissance P moins 1. Donc ça veut dire que A puissance P moins 1 est congru à 0 modulo P, et donc A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, et on a donc démontré le petit théorème de Fermat. On continue sur le petit théorème de Fermat en voyant deux autres démonstrations, une de niveau lycée et une de niveau première année de supérieur, première année de licence. Donc le petit théorème de Fermat, je rappelle son énoncé, c'est si P est un nombre premier et A appartient à Z et premier avec P, c'est-à-dire que P ne divise pas A puisque P est premier, alors A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo 1. Donc première démonstration en fait qui est la deuxième puisqu'on en a déjà fait une, on considère les entiers KA pour K compris entre 0 et P moins 1. Donc ça fait P entier. Et si je suppose K inférieur à K' entre 0 et P moins 1, KA n'est pas congru à K'A modulo P. Sinon, on aurait P qui diviserait KA moins K'A, c'est-à-dire A facteur de K' moins K. Mais comme P est premier avec A, ça voudrait dire qu'il diviserait K' moins K. Or, K' et K, K' moins K, c'est inférieur à P, hein, c'est compris en fait entre 0 et puis P moins 1, donc K' moins K, si P divise K' moins K, c'est que K' moins K est égal à 0, ce qui est faux ici puisque j'ai supposé K' inférieur à K, donc ça veut bien dire que je n'ai pas KA qui, enfin que ça veut bien dire que KA n'est pas congru à K' modulo P. Ça veut dire donc que KA et K'A, dès que je prends K différent de K', KA et K'A n'ont pas le même reste dans la division par P. Or, au total, là, vous avez P nombres, d'accord? Et 2 à 2, ils n'ont pas le même nombre de restes. Les restes qu'ils prennent dans la division par P, c'est 0, 1, 2, 3, jusqu'à P-1. Donc ça fait aussi P nombres. Donc ça veut dire que ces P nombres prennent les P valeurs possibles des restes de la division par P. Donc, en particulier, il y a 0 qui va prendre le reste 0. Donc ça veut dire que si j'enlève le 0, ça veut dire que les P-1, nombres comme ça, pour K allant de 1 à P-1, vont prendre les restes 1, 2, 3 jusqu'à P-1. D'accord? Donc ça veut dire que le produit de ces nombres-là, de 1 à P-1 des KA, puisque les KA dans leur ensemble prennent tous les restes qu'il y a entre 1 et P-1, ça va être le produit de ces restes, c'est-à-dire le produit des K allant de 1 à P-1. D'accord? Et donc ça va être congru à ça. Je vais avoir alors, bon, j'écris ça autrement, hein, ça fait P-1 factoriel multiplié par A la puissance P-1, bien entendu, qui sera congru à P-1 factoriel modulo P.
Et donc, ça veut dire que P va diviser P-1 factoriel, facteur de A puissance P-1 moins 1. Mais P est premier avec K, quel que soit K entre 1 et P-1. Donc P va être premier avec P-1 factoriel, c'est-à-dire le produit de tous ces nombres-là. Et donc, comme P divise ça et qu'il est premier avec ça, théorème de Gauss, il va diviser ça. Et donc P divise A puissance, et donc, oui, il divise A puissance P-1 moins 1, donc A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Et on a donc démontré le petit théorème de Fermat. Une dernière démonstration. P est premier. Donc, comme P est premier, Z sur PZ avec les opérations internes plus multipliées est un corps. Et donc, Z sur PZ étoile, c'est-à-dire privé de 0, avec la multiplication, est un groupe d'ordre P-1. Alors maintenant, si je prends A qui est premier avec P, c'est-à-dire P ne divise pas A. Alors la classe de A dans Z sur PZ, la classe de A n'est pas nulle. Donc ça veut dire que A appartient à Z sur PZ étoile. D'accord? Donc il est dans ce groupe qui est d'ordre P-1. Donc on sait que quand un élément est dans un groupe d'ordre n, x puissance n fait E. Et donc ici, je vais avoir A puissance P-1 qui fait 1. Puisque l'élément neutre de ce groupe, c'est 1. Et donc j'ai A puissance P-1 qui est égal à classe de 1 dans Z sur PZ, en réalité dans Z sur PZ étoile, mais c'est pas grave, c'est pareil, ici, pour ce que je veux faire. Et donc sa traduction en termes de congruence, bon, ça veut dire que P divise la différence de ces deux-là, et donc P divise la différence entre A puissance P-1 moins 1, et donc A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Quand on a deux classes égales dans Z sur PZ, ça veut dire que leurs représentants sont congrus modulo P, donc j'obtiens bien ça. D'accord? Alors, on peut remarquer que, évidemment, à partir de là, je peux retrouver aussi A puissance P. On l'avait démontré dans la première démonstration, on avait d'abord commencé par ça. Là, je peux démontrer en multipliant par A, évidemment, qu'on a ça pour tout A qui n'est pas premier avec P. Relation qui reste vraie, même si P divise A, parce que si P divise A, P divise A puissance P, P divise A, et donc ces deux-là sont congrus à 0. Donc ça, en fait, c'est vrai, quel que soit A appartenant à Z. Voilà, on a démontré donc le petit théorème de Fermat. On lui a donné 3 démonstrations. On démontre maintenant le théorème de Wilson. P est un entier naturel supérieur ou égal à 2. P est premier si et seulement si factoriel P-1 est congru à moins 1 modulo P. Alors c'est vrai que si P égale 2, qui est premier, on a bien factoriel 1 qui est congru à moins 1 modulo D, puisque ça fait 1 qui est congru à moins 1, 2 qui est congru à 0 modulo 2, c'est vrai. Si P égale 3, c'est vrai aussi, puisque ça fait 3 moins 1, ça fait factoriel 2, donc 2, qui est bien congru à moins 1 modulo 3. Donc on peut se contenter de travailler avec P supérieur ou égal à 4. Donc supposons que P est premier. Donc là en réalité P est supérieur ou égal à 5. Alors P, Z sur PZ plus multiplié est un corps. Donc Z sur PZ étoile, c'est-à-dire privé de 0, multiplié est un groupe. Et tous ces éléments sont inversibles. Alors, quels sont les éléments qui sont leur propre inverse? Il faut qu'ils vérifient x au carré est égal à 1. Donc x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. On est là dans un groupe. Donc forcément... Alors, là j'écris cette équation-là. Je l'écris en fait dans le corps. Z sur PZ. Et donc d'avoir ça, ça me dit que x est égal à 1. Ou que x est égal à moins 1, c'est-à-dire à la classe de P-1. Donc ce sont les seuls éléments de Z sur PZ dans le carré qui sont leur propre inverse. Bon.
Alors, ceci étant dit, maintenant je prends K entre 2 et P-2. L'inverse de K est donc différent de K, puisque là, pour ces éléments-là, classe de K n'est pas égale à la classe de 1 ni à la classe de P-1. Je rappelle que Z sur PZ, c'est classe de 0, classe de 1, classe de 2, jusqu'à classe de P-1, et que tous ces éléments-là sont évidemment différents 2 à 2, distincts 2 à 2. Donc, ça veut dire que l'inverse de K appartient aussi à 2, 3, jusqu'à K-2, d'accord? Jusqu'à P-2, pardon. Et évidemment, si K est différent de K', on a classe de K-1 qui est différent de classe de K'-1. Sinon, on aurait, si c'était égal à ça, on aurait K égale K' en plaçant aux inverses. Bon, on calcule le produit des K variant de 2 à P-2, produit des classes de K, en regroupant par paire, c'est-à-dire en regroupant le K avec son inverse, avec classe de K multipliée par classe de J, mettons, qui va faire classe de 1. D'accord? Donc je les multiplie par paire, comme ça, et donc je vais obtenir 1. Il n'y a pas de souci pour les regrouper par paire, hein, parce que le nombre d'éléments qu'il y a, P est un nombre impair, hein, d'accord? Donc P-2 aussi, et le nombre, parce que P est premier, hein, d'accord? Et le nombre de termes qu'il y a ici, c'est en fait P-2 moins 2, c'est-à-dire P-4 plus 1, c'est-à-dire P-3, et donc c'est un nombre pair de termes, hein. Donc on les regroupe, hein, chacun avec son inverse, d'accord? Et évidemment le produit va faire 1. Donc le produit fait 1. Alors maintenant, si je fais pi de K allant de 1 jusqu'à P-1, ben, ça veut dire que je rajoute classe de 1 et classe de P-1 à ça qui fait 1. Donc je multiplie par 1 multiplié par classe de P-1 et je vais obtenir classe de 1 fois classe de P-1, c'est-à-dire moins 1 parce que ça fait classe de moins 1. Donc ça veut dire que P-1 factoriel, alors ça veut dire que P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Pourquoi? Parce que ça, c'est le produit, hein, ça je l'ai écrit dans Z sur PZ, hein, d'accord? Dire que le produit des classes de K est égal à moins 1, ça veut exactement dire que la classe du produit des K, c'est-à-dire la classe de factoriel P-1, est égale à la classe de moins 1 dans Z sur PZ. Et donc ça se traduit en termes de congruence par P-1 factoriel, puisque sa classe est égale à la classe de ça, ben P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Réciproque, si P est supérieur ou égal à 4, hein, on suppose donc factoriel P-1 est congru à moins 1 modulo P. Pour tout cas compris entre 2 et P-1, on pose lambda K égale le produit des J égale de 1 jusqu'à P-1, sauf K. D'accord? Sauf K. Et donc on a, puisque c'est sauf K, on a K lambda K qui est égal au produit de 1 jusqu'à P-1, c'est-à-dire factoriel P-1. Et factoriel P-1 est congru à moins 1 modulo P. Donc K lambda K va être congru à moins 1 modulo P. Ce qui se traduit par K lambda K est égal à moins 1 plus Pn, hein, puisque P doit diviser K lambda K plus 1. Et donc, en renversant un peu, j'obtiens Pn moins K lambda K qui est égal à 1. Et ça, d'après Bézout, ça implique que K et P sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux, quel que soit K compris entre 2 et P-1. Mais si je prends K égale 1, 1 et P aussi sont premiers entre eux. Donc finalement, quel que soit K entre 1 et P-1, j'ai K qui est premier avec P.
K et P sont premiers entre eux. Donc ça veut exactement dire que P est un nombre premier. Et donc j'obtiens bien cette équivalence. On a démontré le théorème de Wilson. Indicatrice d'Euler. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, phi de n désigne le nombre d'entiers naturels k qui sont dans cet intervalle, donc compris entre 1 et n, et premier avec n. Donc le nombre d'intervalles inversibles de l'anneau z sur nz plus multiplié, c'est-à-dire le cardinal du sous-anneau des éléments inversibles de l'anneau z sur nz plus multiplié. Sous-anneau qui est un corps. On pose phi de 1 est égal à 1. Alors phi de 2, il n'y a que 1 qui est premier avec 2, donc ça fait 1. Phi de 3, il y a 1 et 2. Phi de 4, il y a 1 et 2, donc il y en a 2. Après, si on prend phi de 5, par exemple, 1 est premier avec 5, 2 est premier avec 5, 3 est premier avec 5, 4 est premier avec 5, ça ferait phi de 5 égale 4. Voilà. Propriété, si P est un nombre premier et K un entier naturel non nul, alors phi de P à la puissance K est égal à P à la puissance K moins P à la puissance K moins 1. Démonstration. Le seul nombre premier qui divise P à la puissance K, c'est P. Bon. Donc, on a l'équivalence. P puissance K et N ne sont pas premiers entre eux. Et P divise N. En effet, s'ils ne sont pas premiers entre eux, ça veut dire qu'il y aura un nombre premier qui va diviser P puissance K et N. Ce nombre premier, c'est forcément P. Donc, ça veut dire que P divise N. Inversement, si P divise N, P est un diviseur de N et de P puissance K, donc ils ne seront pas premiers entre eux. Donc on a bien cette équivalence. Donc les entiers compris entre 1 et P puissance K qui ne sont pas premiers avec P puissance K sont des multiples de P tels que, évidemment, ils soient entre 1 et P puissance K. Donc lambda peut prendre la valeur 1, 2, 3, etc. jusqu'à P à la puissance K-1. Et ça nous en fait P à la puissance K-1. D'accord? Ça, c'est tous ceux qui ne sont pas premiers avec P puissance K. Entre 1 et P puissance K, il y a P puissance K nombre. Donc les autres, ceux qui sont premiers avec puissance K, on les obtient en faisant la soustraction P puissance K moins P puissance K moins 1. D'où le résultat. Alors maintenant, en fait, ce qu'on va démontrer là, mais je n'avais pas assez de place sur le tableau, c'est que si A et B sont premiers entre eux, phi de A fois B est égal à phi de A fois phi de B. Donc soit A et B supérieurs ou égaux à 2, premiers entre eux. Pour n supérieur ou égal à 2, on note En, l'ensemble des entiers K de 0n, j'enlève n là, et qui sont premiers avec n. D'accord? J'aurais pu mettre n, puisque de toute façon n n'est pas premier avec n. Ça ne change pas grand chose. Mais c'est bien pour ma démonstration après. Soit f, l'application de EA vers EA croix EB. Donc là, c'est tous les nombres entiers entre 1 et AB qui sont premiers avec AB. Là, c'est tous ceux entre 1 et A qui sont premiers avec A. C'est des couples. C'est des couples XY. X étant entre 1 et A premier avec A. Y étant entre 1 et B premier avec B. À X, on fait correspondre UV tel que X est congru à U modulo A et X congru à V modulo B. Donc ça, c'est toujours possible. Et c'est parfaitement défini parce que un nombre X étant donné, il existe un unique petit u appartenant à l'intervalle 0. Alors ici c'est 0A. Il existe un unique u appartenant à l'intervalle 0A
tel que x soit congru à u modulo a. Le petit u en question, c'est quoi? C'est le reste de la division euclidienne de x par a. Quelque chose qu'on a déjà vu. Et de la même façon, il existe un unique v tel que x soit v appartenant à l'intervalle 0, b, tel que x soit congru à v modulo b. Et v, c'est quoi? C'est le reste de la division euclidienne de x par v. Donc, petit f est parfaitement défini. Elle est injective, parce que si f de x est égal à f de x', ça signifie que x est congru. Alors, ça signifie que x et y auront les mêmes images uv, et donc x sera congru à u modulo a, x' aussi, donc x congru à x'. De la même façon, donc modulo a. Mais comme x est congru à v modulo b, et puis x' aussi, x est congru à x' modulo b. Donc a divise x moins x', b divise x moins x', mais comme a et b sont premiers entre eux, ab va donc diviser x moins x'. Bon, alors on peut supposer x supérieur ou égal à x'. Je rappelle que x et x' sont dans l'intervalle 0 fermé, ab ouvert. AB ouvert, ça a son importance. Bon, supposons x supérieur ou égal à x', donc comme ça 0 sera inférieur ou égal à x moins x'. Ben, comme x est entre 0 et AB ouvert et x' aussi, la différence est inférieure à AB. Donc, je cherche en fait un multiple de AB qui soit entre 0 et AB. Ben, je n'ai pas le choix, c'est 0, donc x égale x', et f est injective. On va montrer maintenant qu'elle est surjective, soit u et v appartenant à EA croix EB. Donc, A et B sont premiers entre eux. Donc, cette équation-là, en M et N, MA moins NB est égal à V moins U, a une infinité de solutions à Mn. Ça provient du fait que, d'après le théorème de Vesoul, il existe M et N tel que MA plus NB soit égal à 1. Alors, on peut transformer, en changeant le signe, par MA moins NB est égal à 1. Et puis en multipliant par V moins U, on obtient quelque chose du genre MA moins NB est égal à V moins U. Donc ça a des solutions, on montre même que ça en a une infinité. Là, j'en ai besoin d'une seule. Donc soit Mn, une solution. Je considère x égale U plus MA plus KAB. Alors, comme U plus MA est égal à V plus NB, c'est égal à V plus NB plus KAB. Donc x va être congru à U modulo A, puisque ça, c'est des multiples de A. Et x va être congru à V modulo B, puisque ça, c'est des multiples de B. Bon, ben ça m'intéresse. On choisit K pour que K soit compris entre 0 et AB. Et ça, c'est tout à fait possible, puisque là, j'ai x qui est congru à U plus MA modulo AB. Je sais que en divisant ce nombre-là, U plus MA plus KAB, par quoi? Par AB, je vais obtenir un nombre que... Donc je vais trouver un K, on choisit K. Donc je sais que je peux trouver K, tel que le nombre obtenu soit entre X et puis... soit entre 0 et puis AB. Voilà. Et donc, je choisis ce nombre K qui convient. Et là, je vais avoir quoi? Bien, donc j'ai un nombre X là qui est entre 0 et AB. Si D divise X et que D divise A, il est clair qu'alors, par soustraction, D divise U. Et D divise A. Donc D est égal à 1 parce que le PGCD de U et A, c'est 1. Donc, X, donc D est égal à 1, j'ai dit. Donc D est égal à 1. Donc si D divise X et D divise A, D est égal à 1. Donc ça veut dire que X et A sont premiers entre eux. De même, X et B sont premiers entre eux. Et comme A et B sont premiers entre eux, ça veut dire que X va être premier avec AB. Donc x est premier avec AB, x par ailleurs est entre 0 et AB, et puis enfin j'ai évidemment
x qui est de cette forme, donc qui est congru à u modulo a, d'accord, et le u il appartenait à EA, et qui est congru à v modulo b, le v appartenait à EB. Donc ça veut dire que f de x est bien égal à uv, donc j'ai une surjection et donc j'ai une bijection. Donc en fait, cette fonction de EAB vers EA croix EB est une bijection. Alors, f de EAB vers EA croix EB est bijective. Alors maintenant, il faut regarder, donc, alors EAB. EAB, c'est un ensemble fini qui a combien d'éléments? Ben, ces éléments, ce sont les nombres premiers entre 0 et n, qui sont entre 0 et AB, qui sont premiers avec AB. Il y en a phi AB. D'accord? Cardinal de EAB égale phi AB. Phi de AB. Le cardinal de EA, ben, c'est phi de A. Parce qu'il y a phi de A éléments dans EA, vu que EA, c'est l'ensemble des entiers naturels compris entre 0 et A, premiers avec A. Et de même, cardinal de EB est égal à phi de B. Donc, le cardinal de EA croix EB, ben, ça va être phi de A fois phi de B. Et comme il y a une bijection, le cardinal de EAB doit être égal au cardinal de EA croix EB. Et donc ça me fait phi de AB est égal à phi de A fois phi de B. Et c'est exactement le résultat que je voulais démontrer. Donc la propriété, c'est la suivante. Propriété. Si A et B sont supérieurs ou égales à 2, eh bien phi de AB est égal à phi de A fois phi de B. Propriété, soit ici une famille de n entiers naturels supérieurs ou égaux à 2, 2 à 2 premiers entre eux, alors phi des produits des xi est égal au produit des phi de xi. On fait une démonstration par récurrence sur le nombre d'entiers n. Bon, si x1 est tout seul, bon, bah, phi de x1 égale phi de x1, il n'y a rien à dire. Et si n est égal à 2, c'est phi de x1, x2 égale phi de x1, phi de x2, qui est vrai quand x1 et x2 sont premiers entre eux. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre n, et montrons-la à l'ordre n plus 1. On se donne une famille de n plus 1 entiers, supérieur ou égaux à 2, 2 à 2 premiers entre eux. Donc, xn plus 1 va être premier avec chacun des xi allant de 1 à n. Donc avec leur produit. Donc xn plus 1 est premier avec le produit. Donc phi de xn plus 1 fois ce produit est égal à phi de xn plus 1 fois phi du produit. Mais, hypothèse de récurrence, phi du produit, c'est le produit de 1 à n des phi de xi. Donc ça me fait le produit de 1 à n plus 1 des phi de xi. Et ça, c'est phi du produit de 1 à n plus 1 des xi. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc par récurrence, toujours vrai. Deuxième propriété, si A est supérieur ou égal à 2, un entier naturel, bien sûr, et si sa décomposition en produit de facteur premier, c'est pi de 1 à n des pi à la puissance alpha i, donc ça n'exclut pas là-dedans, par exemple, le cas où A est un nombre premier. Ça marche. C'est-à-dire A égale P, ou A égale P à la puissance alpha. Alors phi de A est égal à A multiplié par le produit de 1 à n des 1 moins 1 sur PI. Démonstration.
eh bien les xi égale pi sur pi à la puissance alpha i sont 2 à 2 premiers entre eux parce que les pi sont 2 à 2 différents. Ce sont des nombres premiers 2 à 2 distincts. Donc phi de a est égal à phi des xi. Et phi des xi, on sait que c'est pi à la puissance alpha i moins pi à la puissance alpha i moins 1. Si je factorise pi à la puissance alpha i, ça fait ça. Et donc ça fait produit de ça multiplié par produit de ça. Et produit de ça, ça fait exactement A fois produit des 1 moins 1 sur pi. Et donc le résultat est obtenu. Un exemple, si A est égal à 45, sa décomposition en produit de facteur premier, c'est 9 fois 5, 3 au carré fois 5. Donc phi de A est égal à 45, facteur de 1 moins 1 tiers, 1 moins 1 cinquième, ce qui nous fait 24. Alors il doit y avoir 24 entiers naturels entre 1 et 45 qui sont premiers avec 45. Alors j'en ai dressé là la liste. En fait, il suffit de sauter tous ceux qui contiennent, qui sont des multiples de 3 ou de 5, puisque 45 de 3 ou de 5, voilà. Et donc on en obtient effectivement les 24 qui sont ici. Propriété, soit n un entier naturel non nul, alors n est égal à la somme des phi de d, où d sont les diviseurs de n, diviseurs positifs de n. Démonstration. C'est évident si n est égal à 1, parce que n égale 1, le seul diviseur de 1 c'est 1, ça fait 1 égale phi de 1 qui vaut 1. C'est vrai aussi pour n égale 2 par exemple, parce que 2, les diviseurs de 2 c'est 1 et 2, phi de 1 c'est 1, phi de 2 c'est 1, donc 2 égale 1 plus 1. Supposons n supérieur ou égal à 2. On considère g égale z sur nz plus, qui est un groupe cyclique d'ordre n. Pour tout diviseur d de n, il y a un unique sous-groupe gd de g d'ordre d, ça on l'a démontré. Et gd admet exactement phi de d générateur. Notons E de d, l'ensemble des générateurs de G de d, donc son cardinal c'est phi de d. Soit x un élément de G, et d son ordre. Donc l'ordre du groupe, du sous-groupe engendré par x, c'est d. Alors d divise n, comme tous les sous-groupes, son ordre divise l'ordre du groupe. Et évidemment, comme c'est un groupe d'ordre d, et qu'on a dit que pour tout diviseur d de n, il y a un seul sous-groupe d'ordre d, ça veut dire que c'est gd. Donc x appartient à ed. Voilà. Donc g est l'union des ed, puisque tout x appartenant à g appartient à un ed. Donc je considère l'union des ed. Donc g égale cette union. Si d et d' sont deux diviseurs distincts de n, ed inter ed' est égal à vide, car un x appartenant à g ne peut pas appartenir à ed et ed'. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il serait à la fois d'ordre d et d'ordre d', ce qui n'est pas possible si d est différent de d'. Donc on a affaire à une union finie, parce que n n'a qu'un nombre fini de diviseurs, et disjointe, d'ensembles qui sont finis, puisqu'ils sont tous inclus dans g qui est fini. Donc le cardinal de g est égal à la somme pour d diviseurs de n des cardinaux de ed. Et comme le cardinal de ed c'est phi de d, ça fait donc n égale somme pour d divisant n des phi de d, et on obtient le résultat. Une conséquence, c'est que si on prend un entier n supérieur ou égal à 2 et un entier relatif a, si a et n sont premiers entre eux, alors a à la puissance phi de n est congru à 1 modulo n. En effet, phi de n, c'est le nombre d'éléments du groupe des inversibles de z sur nz multiplié, bien sûr, multiplié, d'accord? Et donc, si a est premier avec n, ça veut dire que la classe de A est inversible, et à ce moment-là, on sait que à la puissance l'ordre du groupe, ça fera 1.
Donc, comme l'ordre du groupe des inversibles, c'est phi de n, a puissance phi de n, classe de 1, 1 puissance phi de n, égale classe de 1. Là, on est dans z sur nz. Hein. Traduction en termes de congruence, a à la puissance phi de n est congru à 1 modulo n, et on obtient donc le résultat. On en termine maintenant avec l'indicatrice de l'air. Donc une conséquence de la formule qu'on vient de voir, a puissance phi de n est congru à 1 modulo n dès que a est premier avec n. Bah, c'est le petit théorème de Fermat qui évidemment peut se démontrer sans avoir l'indicatrice de l'air. Hein. Alors si P est premier et que A appartient à Z est premier avec P, ce qui revient à dire que P ne divise pas A, alors A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc la démonstration là est immédiate avec ce qu'on a déjà démontré. Si A et P sont premiers entre eux, j'applique la formule qu'on vient de voir. A puissance phi de P est congru à 1 modulo P. Seulement comme P est premier, phi de P est égal à P moins 1. Donc A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Une petite propriété plus récréative, quel que soit l'entier naturel n supérieur ou égal à 2, la somme des entiers inférieurs ou égaux à n est premier avec n. Cette somme est égale à n phi de n sur 2. Exemple, si je prends n égale 20, les entiers qui sont premiers avec n, c'est 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Bon, c'est tous des nombres premiers, hein, sauf 9 là. Il faudrait prendre des nombres plus importants que 20. Donc ça fait 80. Et si je fais 20 fois phi de 20, alors phi de 20 c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 20 fois 8 sur 2. Ça fait bien 80. Démonstration. Eh bien, on appelle E l'ensemble de ces entiers donc, qui sont premiers avec n hein, et plus petits que n. Hein. On remarque que si k est premier avec n, alors n moins k est premier avec n, et qui a même équivalence. Démonstration, si d divise k et que d divise n, eh bien, ça implique que d divise n moins k et que d divise n. Hein, parce que si d divise k et d divise n, d divise n moins k. Mais inversement, si d divise n moins k et que d divise n, il va diviser la somme des deux, donc il va diviser la différence entre les deux, c'est-à-dire n moins k, donc d va diviser k et d va diviser n. D'accord? Donc les diviseurs en fait communs à k et n, on pourrait dire le PGCD de k et de n, c'est le même que le PGCD de n et n moins k. Donc, si k est premier avec, si le PGCD est égal à 1, le PGCD de k et n est égal à 1, bah, le PGCD de n moins k et n va être égal à 1. Et inversement, si le PGCD de n moins k et n est égal à 1, le PGCD de k et n va être égal à 1. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir une bijection en fait de E vers E qui a x associe n moins x. Alors c'est une bijection parce qu'évidemment si x est différent de y, bah, n moins x est différent de n moins y, donc c'est une injection vers E qui est fini et puis là E qui est fini, donc ils sont équipotents évidemment, et donc cette injection est une bijection. De toute façon c'est pareil, on peut démontrer facilement que c'est une surjection. Hein. On prend x appartenant à E, et là on a n moins x comme antécédent. Alors si je note E égale D1, D2 jusqu'à D phi n, parce que le nombre d'éléments qui sont premiers avec n, c'est phi n. Donc l'indice va être phi n ici. Eh bien, j'écris la somme D1 plus D2 jusqu'à D phi n, et puis je peux dire que, puisqu'il y a cette bijection, c'est aussi fd1 plus fd2 jusqu'à fd phi n. Et là, j'additionne, je fais un petit peu comme j'avais fait pour calculer la somme, comme on fait pour calculer la somme des n premiers entiers naturels non nuls, 1 plus 2 plus 3, la méthode de Gauss, hein, on les écrit à l'envers et puis on fait la somme.
Donc là, je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. Mais je remarque que dk plus f de dk, hein, ça fait dk plus n moins dk, ça fait n. D'accord? Donc en fait, quand je fais cette somme comme ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2s ici, qui sera égal à phi de n fois dk plus f de dk qui vaut n à chaque fois. Donc j'ai 2s qui est égal à n phi de n, donc s qui vaut n phi n sur 2. Et c'est terminé.